Amélie Nothomb. Pétronille. Chapitre 9. Pétronille publia en 2003 un roman magnifique, L'Apocalypse selon Écuador. Il était question d'une petite fille qui incarnait le mal. Écuador avait une façon extraordinaire d'être diabolique. Les gens se réjouirent. Autant pour les 2 livres précédents, il avait été impossible de faire du biographisme, autant celui-ci les y autorisait. Écuador, c'est vous enfants, n'est-ce pas ? Elle les éco-conduisait avec une aimable habileté qui les irrita. Les journalistes aimaient peu cette romancière qui ne donnait aucune prise sur sa vie. En compensation, elle plaisait beaucoup aux écrivains. Ils appréciaient son tempérament profondément littéraire et la qualité de sa lecture de leurs propres livres. J'en sais quelque chose, et je suis loin d'être la seule. Pétronille noua des amitiés intenses avec nombre d'écrivains, dont Carol Zalberg, Alama Bancu, Pia Peterson et Pierrette Fleutiot. Sur ses amours, elle demeurait taciturne. Cette jolie garçonne faisait des ravages, mais je ne savais pas lesquels. Quand je me rendais à ses dédicaces, il y avait pas mal de filles ravissantes, sans que cela exclût de beaux jeunes hommes. Son ambiguïté sexuelle fascinait. Le plus drôle, c'est que plusieurs jeunes femmes vinrent me demander conseil. Ces ravissantes suscitaient ma compassion. Mon statut de compagne de beuverie était déjà ardu. Je n'osais imaginer la difficulté du sort d'une amoureuse de Pétronille. Je disais, « Vous savez, mademoiselle Fanto n'est pas une science exacte. » Pour prudente qu'elle fût, cette réponse devait être encore trop risquée. En effet, il me revint aux oreilles qu'après de prévisibles désastres, liaison éclair, abandon immédiat, les répudiés s'en prenaient à moi, m'accusant de leur déboire. Je me permets de m'en offusquer. S'il est une chose que je déteste encore plus que la jalousie, c'est l'indiscrétion. L'attitude des demoiselles éconduites n'était pas dénuée de logique. Il était moins douloureux pour l'orgueil de s'imaginer victime d'une manipulation perverse que de s'accepter décevante. Mais elle était parfaitement inconcevable pour moi. J'avais déjà tant de mal à comprendre mes amours, je n'allais pas m'occuper de celles des autres. Par ailleurs, d'après le peu que je connaissais des mœurs de Pétronille, il n'y avait pas lieu de s'étonner de ses comportements. Elle déclarait elle-même de voir son caractère explosif à ses origines andoranes. Si elle avait possédé le couteau à cran d'arrêt dont elle rêvait, nul doute qu'elle s'en serait beaucoup servie. Un rien l'excédait. Quand je la voyais partir au quart de tour pour des motifs qui m'échappaient, j'essayais de la rattraper par l'humour et j'y réussissais parfois. L'une de mes méthodes consistait à dire « C'est fou ce que tu ressembles à Robert De Niro devant son miroir dans Taxi Driver ». Quand cela marchait, elle devenait illico Robert De Niro et répétait « You're talking to me ?» avec l'accent ad hoc. Mais quand cela ne fonctionnait pas, elle piquait d'interminables colères dignes d'un chef de gang. « Tu as fini de te prendre pour Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs ?» Telle était alors ma dernière parade. Le nom de Lino Ventura agissait comme un joker. « Papa !» s'exclamait-elle. Ventura était son père fantasmé. Lorsque la télévision diffusait un film où il jouait, Pétronille m'invitait à le voir chez elle. Son apparition à l'écran la mettait en transe. « Tu ne trouves pas qu'il y a un air de famille ?» demanda-t-elle. « Il y a quelque chose. Il est mon père, j'en suis sûre. » La probabilité que Françoise Fanto ait fauté avec le célèbre acteur au milieu des années 70 avoisinait -20. Mais tant qu'à se choisir une figure paternelle idéale, Pétronille aurait pu tomber plus mal. Chapitre 10. En 2005, je publiai Acide sulfurique. À ce jour, c'est le seul de mes romans qui suscita des réactions hostiles. On me reprocha de comparer la barbarie de certaines émissions de télé-réalité avec celle de l'univers concentrationnaire. Les attaques furent malhonnêtes. Mon roman, qui se situait dans un futur proche, ne prétendait pas qualifier qui que ce fût de fasciste. On était dans la fiction, et c'est ce qui finit par calmer le jeu. Il n'empêche que je traversais une période sinon difficile, au moins délicate. Le champagne fut un précieux allié, ainsi que celle qui était devenue mon satellite. Pétronille venait alors de publier son roman le plus jubilatoire, Les Coriaces. Il s'agissait un peu de sa version du chef-d'œuvre hollywoodien Qu'est-il arrivé à Baby Jane. Elle estimait avec raison que la presse ne parlait pas assez de son livre. Nous vidions nos flûtes en partageant nos déconvenues respectives. Un jour, elle m'engueula.
Tu ne te rends pas compte, je rêverais d'être à ta place. Tu crois que c'est agréable de recevoir des insultes? Et être ignoré, tu penses que c'est facile? Tu exagères, ton livre ne passe pas inaperçu. Arrête, je t'en prie, je ne supporte pas ton espèce d'indulgence à la noix. Dis tout de suite que mon bouquin ne méritait pas mieux. Procès d'intention, je n'ai jamais dit ça, et pour cause, je ne le pense pas. Alors cesse de pleurer sur ton sort, tu n'es pas à plaindre. Je ne pleure pas, je l'ai seulement un peu mauvaise. Chochotte. Nos chamailleries nous apparentaient à ces personnages, en plus jeunes. Nous ressemblions aux pochetronnes coléreuses qu'elle décrivait. Un écrivain se reconnaît à son caractère immédiatement prophétique. Je ne sais pas si mon acide sulfurique s'est vérifié quant à l'évolution de la télé-réalité, mais je suis sûre que ces coriaces se sont incarnées dans nos querelles de cet automne-là. Ce qui prouve, s'il le fallait, que Petroni Fanto était un authentique écrivain. À la fin de l'année, je trouvai ce message sur mon répondeur. L'oiseau prépare ton meilleur champagne. Je serai chez toi demain à 18h. J'ai une nouvelle à t'annoncer. Un Dom Pérignon 1976 fut aussitôt mis à rafraîchir. Qu'allait-elle donc me dire? Avait-elle rencontré quelqu'un? Était-elle amoureuse? Elle but la première gorgée avec délice et déclara que cela lui manquerait. « Tu arrêtes l'alcool » demandai-je très inquiète. « En quelque sorte. Je pars. » « Où » Elle eut un geste vague qui balayait d'immenses territoires. « Je vais traverser le Sahara à pied. » Dans la bouche de n'importe qui d'autre, un tel propos m'eût amusé. Mais Pétronille n'était pas velléitaire pour dessous et je sus qu'elle allait vraiment effectuer cette folie. « Pourquoi » balbutiai-je. « Il le faut. Si je reste ici plus longtemps, je vais attraper les vilaines manières des gens de lettres. » « C'est évitable, regarde-moi, je ne les ai pas. Tu n'es pas normal. Moi j'ai besoin de ça, je t'assure. Je ne peux pas devenir une personne rance. »« Rance, toi ? C'est impossible. Je viens d'avoir 30 ans. » C'était insoupçonnable. Elle semblait à peine plus âgée que lors de notre première rencontre, où je lui avais donné 15 ans. Elle en paraissait 17. « Combien de temps pars-tu ? » ?»« Va savoir. »« Tu reviendras ? » ?»« Oui. »« Tu es sûre ? » En guise de réponse, elle sortit de son sac un paquet qu'elle me tendit. « Je te confie mon nouveau manuscrit, il a de la valeur. Les éditeurs, j'en ai ma claque. Si tu trouves qu'il mérite d'être publié, je te demande de t'en occuper. Je suis fière de ce manuscrit et j'ai bien l'intention d'en assumer la maternité. Donc, considère-le comme la preuve que je reviendrai. » Je bus avec effort une gorgée du meilleur champagne du monde. « J'apprécie que tu ne me proposes pas de m'accompagner, dit-elle. Je suis comme toi, je n'annonce jamais des choses que je ne ferai pas. Le Sahara à pied, c'est évidemment sublime, mais ce n'est pas pour moi. Quand pars-tu ? Demain. Pardon ? Il le faut, sinon je vais avoir une attitude de gens de lettres. Je vais attendre ce que tu penses de mon manuscrit. Je peux le lire cette nuit ? Non, je te connais, tu ne lis jamais en état d'ivresse. Comment sais-tu que je serai ivre ? Demandai-je en portant la flûte à mes lèvres. Elle rit de son merveilleux rire plein de santé. Tu vas me manquer, dis-je. J'avais le menton qui tremblait. Ce que tu es sentimentale, s'écria-t-elle, les yeux au ciel. En effet, j'appartiens à la race de ceux qui pleurent quand leurs amis partent sans connaître la date de leur retour. J'ai une très grande expérience des séparations. Je sais mieux que personne leur danger. Quitter quelqu'un en se promettant qu'on va se revoir, cela présage les choses les plus graves. Le cas le plus fréquent, c'est qu'on ne revoit pas l'individu en question. Et ce n'est pas la pire éventualité. La pire consiste à revoir la personne et à ne pas la reconnaître, soit qu'elle ait réellement beaucoup changé, soit qu'on lui découvre alors un aspect incroyablement déplaisant qui devait exister déjà mais sur lequel on avait réussi à s'aveugler, au nom de cette étrange forme d'amour si mystérieuse, si dangereuse, et dont l'enjeu échappe toujours, l'amitié. Les grands sentiments ont besoin de combustible. Il fallut déboucher une deuxième bouteille. Quand je sus que j'allais cesser d'être présentable, je jetai Pétronille dehors. Par la fenêtre, je regardais s'éloigner dans la nuit la petite silhouette frêle. Les larmes déferlaient sur mes joues. « Comment vais-je faire sans toi, espèce de singe ?» l'apostrophai-je. J'allais m'effondrer sur mon lit, plus morte que vive. Au matin, quand j'eus fini d'écrire, j'ouvris le paquet de la fuyarde et je vis le titre de son manuscrit. « Je ne sens pas ma force. » C'est bien vrai ça, pensai-je. Je le lus dans la foulée. Je préfère n'en rien dire, sinon ceci.
Si un texte méritait l'adjectif terrible, c'était celui-là. Il allait falloir présenter ce roman aux éditeurs à la place de Miss Fantô. Ce ne serait pas de la tarte. Sacrée Pétronille, tu viens à peine de partir et tu es déjà encore plus embêtante que quand tu es là. Je suis quelqu'un qui tient ses engagements. Je fis l'après-midi même des photocopies du manuscrit et les expédiai à divers éditeurs en laissant mon nom et mon adresse. Le résultat fut à la fois à la gloire et au déshonneur de l'édition française. Que mon nom accélère les démarches, c'est dans l'ordre des choses. Que tous les éditeurs refusent un texte aussi beau et périlleux, c'est une honte. Mais signalons qu'aucun d'entre eux ne m'attribua ce manuscrit. Ce qui prouve une chose admirable et rassurante. On sait encore lire dans cette ville. Pour autant, je n'allais pas m'avouer vaincu. Puisque les envois postaux n'aboutissaient pas, j'irai en personne apporter le manuscrit aux maisons d'édition. Que je me déplace exprimerait la profondeur de ma conviction. Dont acte, s'ensuivirent un grand nombre de rendez-vous. On me recevait avec ahurissement, car ma réputation de fidélité envers Albin Michel est celle de Pénélope envers Ulysse. Je me hâtais de décevoir en annonçant que ce n'était pas mon texte qui motivait cette visite. « Vous faites cela pour beaucoup d'auteurs » me demandait-on. C'est une première et cela restera unique. Il me fallait alors attendre leur verdict. Accessoirement, j'étais aussi un écrivain et un être humain. Je continuais donc à écrire et à vivre. Le plus difficile fut de trouver un autre compagnon de beuverie. Comble de malchance, l'excellente Théodora qui buvait avec tant de grâce choisit ce moment pour s'installer à Taïwan. L'année 2006 serait pour moi ce qu'elle serait pour Pétronille, une traversée du désert. De toute façon, l'heure n'était pas au plaisir. Les refus qu'essuyait le manuscrit de Pétronille par mon intermédiaire m'affectaient de plus en plus. Il se trouva même une éditrice jeune et sympathique pour me dire in texto. Ne vous donnez pas tant de mal pour cette Fantô. Vous savez bien que dans le monde des lettres, les prolétaires n'ont aucune chance. Je n'aurais pu inventer une pareille déclaration et j'en restais sans voix. Si je l'écris ici, c'est parce que je ne peux pas occulter qu'à Paris, en 2006, une telle chose m'a été signifiée le plus sérieusement possible. À d'autres que moi le soin de commenter. Quand mon moral coulait, je me réconfortais en pensant. Imagine qu'un éditeur accepte ce texte et réclame l'auteur. Tu te verrais contrainte de dire que Pétronille Fantô est dans le Sahara pour une durée indéterminée, et le contrat serait ajourné, et donc aussitôt oublié. Il y aurait de quoi grincer des dents, non? C'est mieux ainsi. J'avais aussi mes propres romans à défendre. Mon éditrice italienne m'envoya faire des dédicaces à Venise, où je débarquai en plein carnaval. Dans les rues, on me félicitait pour mon déguisement. Je portais simplement ma tenue de travail. Il y eut une controverse autour de mon chapeau, qui selon les Français était celui d'un prêtre réfractaire et selon les Italiens, celui d'un médecin pendant l'épidémie de peste. À l'automne, j'observais les migrations des oies sauvages. Pétronille, quand reviendras-tu? Il va sans dire que je n'avais aucune nouvelle. Elle était peut-être morte. En même temps, comme je ne lui avais toujours pas trouvé d'éditeur, elle avait raison de ne pas être là. Je lus ce texte de Rimbaud à la veille de disparaître. Je reviendrai, avec des membres de fer, la peau sombre, l'œil furieux. Sur mon masque, on me jugera d'une race forte. J'aurai de l'or. Je serai oisif et brutal. Ces mots splendides résonnèrent curieusement en moi. Reverrai-je Pétronille un jour? Si oui, en quel état? En novembre, je trouvai une compagne de beuverie digne de ce nom en la personne de Nathanaël, une jeune amie fraîchement installée à Paris. C'était une fille fiable à 100%, ce qui est la caractéristique la plus importante pour ce rôle. Après plusieurs flûtes de champagne, on révèle forcément ses secrets. Par définition, la confiance est absolue. Les êtres de confiance se comptent donc sur les doigts d'une main. La deuxième caractéristique la plus importante de la compagne de beuverie consiste à ne pas cracher dans son verre. Sinon, on a l'impression de boire seul, ce qui est précisément ce que l'on veut éviter. La troisième caractéristique attendue est d'avoir le vin gai. Le but n'est pas de partager de l'aigreur. Nathanaël s'avéra idéal. En cette matière comme en toutes les autres, il ne s'agissait pas de remplacer qui que ce soit. Personne ne remplace personne. Mais la vie redevint plus légère. La malédiction éditoriale ne devait frapper que 2006. Fin janvier 2007, je reçus une réponse favorable de Fayard pour le manuscrit de Pétronille.
Ma joie fut plus vive encore que lors de l'acceptation de mon premier roman par Albin Michel. Il ne me manquerait plus que la présence de l'auteur et tout serait parfait, pensai-je. Comme la lettre de Fayard stipulait qu'on désirait rencontrer mademoiselle Fanto, je songeai à engager une actrice ressemblante pour jouer le rôle quand le téléphone sonna. C'est Pétronille. Pétro, tu m'appelles du désert ? Non, je suis à la gare Montparnasse. Viens me chercher, j'ai oublié comment ça fonctionne ici. Je courus à la gare, m'attendant à tomber sur la réincarnation de Laurence d'Arabie. Elle n'était que marron foncé, les yeux exaltés, le corps amaigri, mais on la reconnaissait. « Salut l'oiseau, où veux-tu aller? Chez toi ?»« Je ne sais pas, j'habite où ?» Tandis qu'un taxi nous conduisait dans le 20e arrondissement, je la pressai de raconter. Elle ne disait rien, ou presque. « Nous sommes le 31 janvier, lui dis-je. Tu es parti plus d'1 an. Est-ce que l'expérience t'a plu ? Au-delà, au-delà. » Par bonheur, j'avais un double de ses clés, car elle n'avait plus les siennes. Elle contempla son appartement avec stupeur. Ça va me faire bizarre de ne pas dormir sous le ciel. Le sol était jonché de factures et autres courriers que la concierge avait glissés sous la porte. Pétronille ramassa et jeta tout à la poubelle. J'intervins. Les impôts ? Je n'étais pas en France en 2006. S'ils ne sont pas contents, qu'ils me mettent en prison. J'ai faim. Qu'est-ce qu'on mange dans ce pays ? Au bistrot du coin, je lui commandai d'autorité du petit salé aux lentilles, pour qu'elle se réacclimate à son biotope. Ensuite, je lui annonçai la grande nouvelle. « J'ai trouvé un éditeur pour ton manuscrit. »« Ah oui, répondit-elle, comme si c'était la chose la plus normale du monde. » Moi qui savais combien cela avait été difficile, je lus un peu mauvaise. Je fus tentée de lui raconter les humiliations que j'avais essuyées en son nom. J'y renonçai, parce que c'était trop laid. Et de dégoût, elle aurait risqué de retourner aussitôt dans le Sahara. Le pire, c'est que je la comprenais. C'était quoi déjà mon manuscrit ? Je ne sens pas ma force. Je ne sens pas ma force, c'est bien vrai ça. Tu devrais le relire. Fayard veut te rencontrer. Rien ne presse. Si, j'ai pris rendez-vous pour toi le 6 février. C'était faux, mais elle commençait à m'énerver avec son détachement. Les assiettes arrivèrent, Pétronille se mit à manger les lentilles avec ses mains. « Tu en fais trop, là, dis-je. »« Les Touaregs, fit-elle d'un air lointain. »« Je n'en doute pas, mais le 6 février, si par miracle l'éditeur t'invite à déjeuner, tu te sers de tes couverts. » L'après-midi, je la mis d'autorité au lit, bien qu'elle prétendît dormir à même le plancher, et j'appelai Fayard pour fixer le rendez-vous du 6 février. Je passai les jours suivants en apnée, à l'idée que Pétronille ait une attitude désastreuse pendant ce rendez-vous. Le 6 février au soir, elle me téléphona pour m'assurer qu'elle avait produit la meilleure impression. Comme cela pouvait vouloir tout dire, je lui demandai si elle avait signé un contrat. « Pour qui me prends-tu, bien sûr ? Mon livre paraîtra à la rentrée comme le tien. » Je l'invitai aussitôt à sabler le champagne et constatai avec soulagement que les Touaregs n'avaient pas réussi à l'en dégoûter.